je veux rester optimiste et je pense que on s'en sortira par les territoires, pas par en haut. Alors, les territoires, tout dépend de l'échelon du territoire, mais on a les intercommunalités qui ont en charge un plan climat, air, énergie territorial, en tout cas pour la grande majorité d'entre elles, et puis les régions qui ont en charge cet énorme document qu'on appelle schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, avec différents volets, dont un volet climat et énergie. Donc moi je me suis occupée pour la région Nouvelle-Aquitaine, en lien avec notre fameux COPTEC, Conseil permanent de la transition énergétique et du climat. Donc on a des documents de planification qui nous permettent de donner des objectifs ambitieux et d'essayer de les décliner sous forme de plan d'action ensuite. Alors on a des objectifs relativement ambitieux, enfin très ambitieux même en termes de transition énergétique, puisqu'on souhaite diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 32% par rapport à 1990 et 2005, et puis diminuer également les consommations d'énergie à la même hauteur, et arriver à 32% d'énergie renouvelable en 2021, ce qui est plus ambitieux que la loi de transition énergétique, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre étant donné la manière dont est configurée la société aujourd'hui, avec un modèle économique qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment faire avancer les projets de transition énergétique et les projets de lutte contre les dérèglements climatiques? C'est en mettant un bon coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire en ayant un prix pour le carbone, en intégrant un budget carbone dans l'ensemble de nos budgets régionaux, en travaillant véritablement avec les outils qui sont des vrais leviers, qui sont capables de nous faire avancer. Moi, j'entendais Nicolas Hulot, le jour de sa démission, dire que la politique des petits pas ne suffit pas. C'est vrai, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on mène cette politique des petits pas et on se retrouve en 2017 avec plus 3% d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Donc on voit très bien que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que le modèle actuel ne fonctionne pas, il est obsolète. Il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Ça va être aussi changer de tête. Changer certains élus qui n'ont pas le logiciel actualisé du 21e siècle. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais après, la balle est dans le camp des citoyens. Quand vous dites changer d'élu, vous parlez à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou les deux? Mais à tous les niveaux. Vous savez, moi je suis confrontée à cette problématique-là sur mon territoire où on a lancé un appel à projet territoire à énergie positive, TEPOS. Cet appel à projet existait dans l'ex-Poitou-Charentes depuis 2014 et dans l'ex-Aquitaine depuis 2012. On a relancé un appel à projet en 2016 à l'échelle de cette méga-région Nouvelle-Aquitaine. On a eu 32 demandes de territoire pour participer à cet appel à projet. Nous en avons retenu 13, ce qui fait qu'avec l'existant précédent, on en a aujourd'hui 23. Que font ces territoires? Et ils essaient de mettre en place des politiques de transition énergétique. Et moi, je remarque que les territoires où ça fonctionne, c'est que non seulement il y a une tête d'exécutif qui a vraiment envie d'engager une transition énergétique, l'élu en charge de ces politiques, mais tous les autres élus. Est-ce que vous avez un exemple pour éclairer ce propos justement? Mais j'ai pas envie de stigmatiser un territoire plutôt qu'un autre. Mais c'est vrai qui fonctionne. Qui fonctionne dans notre région. Pour qu'on comprenne bien, que ce soit concret. L'île d'Oléron. Le territoire de l'île d'Oléron est très engagé sur les questions de transition énergétique. Ils sont territoire TEPOS, ils le sont depuis le début et ils poursuivent la démarche. On va continuer à les accompagner dans cette démarche-là parce qu'ils ont vraiment mis en place un nouveau système de fonctionnement avec des contraintes et des avantages, parce que des contraintes qui permettent de lever un certain nombre de finances vers des projets qui développent le territoire, qui dégagent de l'activité dans le territoire. Alors je cite cet exemple parce que j'y crois, mais on a un vrai problème dans ce territoire aujourd'hui. C'est au niveau de la commune de Dolis où le maire Grégory Jeanne se bat depuis maintenant plusieurs mois contre l'implantation d'un McDo. Et ce Grégory Jeanne qui se bat contre l'implantation d'un McDo, on l'a amené en procès, il a payé 300 € par jour, le temps de l'appel du groupe qui souhaitait s'installer sur sa commune, et il vient de perdre son procès. Qu'est-ce qu'on veut? Franchement, moi je m'étonne. Je m'étonne sur les motivations à l'échelle nationale de cette espèce de système qu'on dénonce parfois à demi-mot, mais parfois très clairement,
et puis qu'on continue à cautionner sur les territoires. Des installations d'énergie renouvelable, des projets massifs en la matière, des projets d'économie d'énergie sur leurs bâtiments, des projets de mobilité alternative, mobilité durable avec des carburants qui sont évidemment plus vertueux que les carburants fossiles. Donc c'est une démarche globale, c'est difficile de donner un exemple et c'est difficile de parler de transition énergétique en 2 minutes parce que la transition énergétique, elle touche tous les secteurs. Et c'est pour ça que je parle de prix carbone aussi, parce qu'à partir du moment où on intègre un prix carbone aux choses, et notamment dans les marchés publics, on va réussir à modifier les comportements et réussir à engager un modèle qui sera plus vertueux sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Tant qu'on n'aura pas cette possibilité-là, on n'y arrivera pas. Sauf qu'on peut avoir la volonté de le faire à l'échelle d'une commune, d'une interco, même d'une région. Mais c'est la législation qui donne le là pour les marchés publics. Donc pour l'instant, moi je suis en lien avec le ministère sur la question de la stratégie bas carbone. Et un des premiers propos que j'ai tenu au ministère lors des premiers COPIL sur cette stratégie bas carbone, c'est mais quand est-ce que vous allez faire évoluer les réglementations concernant les marchés publics pour qu'on puisse véritablement appliquer des données, enfin un prix carbone notablement sur l'intégration des critères justement carbone dans la réponse. Tout à fait. Ça pour l'instant c'est pas possible. Et là, clairement, les entreprises des territoires, elles sont favorables à ce type de projet. Parce que quelque part, ça leur permet aussi de retrouver de l'activité sur le territoire. On ne peut pas dénoncer la question du climat, dire il faut faire quelque chose pour le climat. On ne peut pas être champion de la Terre et continuer dans un modèle qui est en train de détruire l'humanité et la biodiversité sur cette Terre. Parce que, bon, on est bien clair, hein, la planète, elle va s'en sortir sans nous, elle s'en sortait avant. Bon, voilà, on est juste en train d'essayer de détruire ce qui nous permet de vivre. Bon, donc c'est quand même nous qui allons être les premiers impactés. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver cette humanité sur Terre ? J'entends que les territoires, de manière un peu disparate, mais agissent déjà, les citoyens, les entreprises, les assos. Ce qui manque, c'est un cadre national pour impulser un nouvel état d'esprit, un changement de paradigme. C'est ça que vous appelez finalement. Est-ce que l'adoption d'une constitution écologique, et on ne parle pas des modalités pour y arriver, en tout cas pas tout de suite, je vous poserai la question après, c'est pas un premier pas vers ce changement de paradigme, ce nouvel état d'esprit? Et si ? C'est justement en changeant à la fois la législation mais aussi la constitution, en mettant une priorité à cette question du climat. Et pas seulement, enfin on ne parle pas seulement d'écologie, encore moi quand je parle d'écologie, je parle d'écologie politique, donc je suis dans quelque chose de très transversal et très global, mais dans la tête de certaines personnes, écologie rime avec environnement et tout le reste ça n'existe pas. Bon, là on est bien l'homme dans son environnement avec tous les paramètres. Donc une constitution écologique, oui. Une constitution qui mettrait le climat au cœur de ses préoccupations, oui, et c'est franchement indispensable. C'est indispensable à la fois sur le plan environnemental, sur le plan économique, parce que notre économie, qu'on nous met toujours en parallèle des problématiques environnementales aujourd'hui pour la maintenir à flot, elle va se casser la figure, clairement. Il y a un moment où ça ne sera plus possible. Donc c'est aussi préserver l'économie, c'est aller vers une transition écologique de l'économie. Et puis préserver aussi tout le volet social, sociétal de notre nation, ici, et puis au-delà, parce qu'une constitution écologique en France, c'est intéressant. À l'échelle européenne, ça l'est encore plus. Et puis à l'échelle internationale. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la fois à l'action des territoires, mais aussi à l'implication de ces territoires dans des politiques qui soient un peu plus globales. Et donc l'ONU, j'étais ce matin au ministère pour parler des objectifs développement durable, ces 17 objectifs développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2015, en amont de la COP21, pour l'horizon 2030. Il va peut-être falloir prendre le sujet à bras le corps aujourd'hui pour pouvoir mettre en œuvre des politiques qui tiennent compte de ces 17 ODD. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut mettre en place un dispositif, qu'on veut mettre en place une loi, par exemple, eh bien, on passe par le prisme de ces ODD. On pourrait créer un outil qui permettrait de regarder quel est l'impact du dispositif qu'on veut introduire au regard des ODD. Et donc avoir une évaluation de cette politique par ce prisme ODD et dire cette politique aujourd'hui elle est viable, elle est durable, elle est soutenable ou elle ne l'est pas.
elle l'est, on y va, elle ne l'est pas, on la revoit ou on l'abandonne. Et franchement, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Mais y arriver comme ça veut dire, former les élus. Et ça encore, c'est 2, former l'administration. Parce que les élus ont beau avoir une volonté de faire en la matière, si l'administration ne suit pas, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin de travailler aussi avec une administration qui a une vraie connaissance et une vraie compétence par rapport à ce prisme développement durable, par rapport à cette question du prix carbone, par rapport à toutes ces questions qui règlent la problématique climat. Moi je trouve qu'on prend trop en compte la question de la technologie et de ces nouvelles technologies qui vont nous sauver. Et pas assez en compte la question des émissions de gaz à effet de serre. Et quand on dit émissions de gaz à effet de serre, c'est pas que du CO2. C'est du CO2, mais c'est aussi du CH4. C'est un certain nombre de gaz à effet de serre qui font que cette température augmente à l'échelle globale. Donc quand est-ce qu'on va prendre en compte peut-être ce prisme-là, gaz à effet de serre? Quel est l'impact de la politique que je souhaite mener en termes de gaz à effet de serre? Mais l'impact global. Qu'on ne nous fasse pas le coup de l'énergie décarbonée en nous parlant de l'énergie nucléaire. Il faut bien l'importer, voilà, et puis il y a tout un processus qui fait que... Bon, donc on ne va pas rentrer dans le détail, ce serait complexe, mais une constitution écologique, oui, avec le climat au cœur de cette constitution. Mais s'il n'y a pas une volonté globale et une impulsion générale, on n'y arrive pas. En Nouvelle-Aquitaine, si j'arrive à porter un certain nombre de politiques par rapport à la transition énergétique, c'est aussi parce que le président me suit. Et quand il parle des objectifs de la région et de la volonté de la région, il parle toujours de la transition énergétique. Nicolas Hulot le disait très bien aussi le jour de sa démission, en disant « À aucun moment, un mercredi matin, j'ai vu Édouard Philippe taper du poing sur la table en disant « Là maintenant, on met le paquet sur cette politique-là, la question de la lutte contre le dérèglement climatique ». Eh bien, certains diraient qu'il faudrait une catastrophe pour que les gens réagissent. Et puis moi, je dis plutôt, il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Marche pour le climat. Voilà, il faut une mobilisation citoyenne, il faut tout ce qui est impulsé depuis la démission de Nicolas Hulot. Bon, il y a eu un électrochoc dans la société civile. Parmi les citoyennes et les citoyens de ce pays, il y a une vraie volonté de dire « nous, on veut changer, on veut passer à autre chose ». On voit la constitution d'un gouvernement. Là, l'électrochoc, il n'a pas eu lieu, très franchement. Bon, alors pourquoi? Moi, je crois qu'il faut se baser sur des faits. Donc, un élément factuel dans notre région, c'est le fait d'avoir interpellé un comité scientifique, Acclimatera, qui est piloté par Hervé Le Treut, qui a regroupé plus de 370 contributeurs, parmi eux des chercheurs, des scientifiques, pour construire un rapport sur les impacts des dérèglements climatiques en région Nouvelle-Aquitaine. Ils nous ont remis le rapport le 1er juin. Ce rapport, il fait presque 500 pages, il y a une synthèse de 90 pages, tout le monde peut y avoir accès sur le site acclimatera.fr. Il dresse un tableau qui est loin d'être frileux sur la situation actuelle. C'est-à-dire que le changement climatique, il n'est peut-être pas totalement encore là, mais les dérèglements climatiques, ils sont là, d'ores et déjà en région Nouvelle-Aquitaine, avec l'érosion des côtes, avec la question de la submersion qui se pose de plus en plus, avec la question de l'économie viticole, par exemple, avec les vignes qui sont dans une situation quasi catastrophique, et ça c'est aussi de l'économie, donc liée à l'augmentation de température globale, avec des problématiques d'eau extrêmement graves, notamment dans le nord de la région, avec un assèchement des sols qui est de plus en plus important. Donc, quand on prend tout cela, il y a une vingtaine de chapitres, eh bien on a des éléments factuels. Et ce que je dis tout le temps, et je l'ai là le rapport, je peux vous le montrer même à la caméra, ces éléments factuels, scientifiques, incontestables, eh bien nous, on doit en tenir compte pour faire nos documents, pour écrire nos documents de planification. Et c'est ce que je dis partout où je vais. Maintenant qu'on a ce rapport, il faut que le SRADDET soit en accord avec ce rapport. Il faut qu'on ait un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires avec un volet climat et énergie offensif, avec un volet transport offensif, aménagement du territoire, etc. Qu'on ait vraiment quelque chose qui soit en lien avec ce qu'on est en train de vivre.
Et puis on a un deuxième document, non, une structure, l'AREC, l'Agence régionale environnement-climat, qui nous livre chaque année des données chiffrées sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation d'énergie et la production d'énergie renouvelable, tous secteurs confondus. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous montre comment évoluent les choses dans notre région. Alors on est plutôt pas mal par rapport à d'autres, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on est très bon, mais on est plutôt pas mal. Donc on est sur la bonne trajectoire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, moi, je me bats aujourd'hui, mais je pense que c'est accepté, pour qu'on mette cette problématique et ces objectifs au cœur de nos politiques. Les énergies renouvelables, on y arrivera. C'est moins compliqué. Quoique, on a un vrai problème d'appropriation des projets et un vrai problème de recours sur l'éolien, sur la méthanisation. Donc, il y a des problématiques qui se posent aussi par rapport au photovoltaïque. Parce qu'on nous parle de problématiques climatiques. On nous dit qu'il faut préserver le climat, il faut préserver les terres. Et puis on a un certain nombre de méga-projets, de fermes photovoltaïques qui arrivent sur notre territoire. Mais quand je dis méga, c'est méga. Sur des terres qui sont aujourd'hui non artificialisées. Ça veut dire des terres agricoles ou forestières. Eh bien, on marche sur la tête. Quand on sait qu'on a largement le potentiel, et je ne parle même pas des toitures, hein, je parle vraiment des terres d'ores et déjà artificialisées, comme les parkings, comme les anciens sites industriels, on a largement le potentiel pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et être dans cette neutralité carbone en 2050. Donc, utilisons ces terres-là et n'utilisons pas des terres agricoles et forestières qui sont là pour permettre de gérer la problématique de l'eau, pour permettre de gérer la problématique de la chaleur aussi. Donc on est sur un sujet qui est extrêmement global et qui parfois est vu par le petit bout des choses, c'est-à-dire ah ben oui mais c'est vachement bien, on va produire plein d'énergie renouvelable. Ben oui, mais se produire plein d'énergie renouvelable, si on veut être en lien avec les enjeux climatiques, eh bien on regarde quels sont les impacts sur l'agriculture, sur l'environnement et sur les autres secteurs. Donc c'est cette vision transversale que moi j'essaie de mettre en place dans cette région via ce Conseil permanent de la transition énergétique et du climat. Mais si j'entends bien, les freins, ils ne sont pas tellement en termes de solutions, de manque de maîtrise des techniques, ils sont vraiment purement politiques. Pas seulement parce que il y a aussi un vrai problème de communication dans ce pays, mais c'est à tous les niveaux et à tous les échelons. On a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les particuliers à isoler leur logement. Bon. On a mis sur la table l'année dernière 1 million d'euros pour accompagner ces personnes pour un audit, un diagnostic énergétique et également un volume financier pour les accompagner vers les travaux. Eh bien, l'enveloppe est loin d'être consommée. Alors, pourquoi est-ce que l'enveloppe est loin d'être consommée? Il y a deux raisons. D'abord parce que peut-être la communication ne se fait pas très bien, mais deuxièmement, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de faire le diagnostic et puis que les gens viennent faire le diagnostic parce que c'est gratuit, c'est que les gens aillent vers les travaux. Et ça, cette démarche-là, je fais le diagnostic et je vais vers les travaux, c'est compliqué. Donc on a mis en place un dispositif qui s'appelle ARTE, l'Agence régionale des travaux d'économie d'énergie. C'est une SEM, la région est actionnaire de cette SEM, et cette SEM, elle a une plus-value par rapport à tous les dispositifs existants, c'est qu'elle propose le tiers-financement. C'est-à-dire que quand le foyer souhaite faire des travaux, eh bien la SEM finance les travaux et se rémunère sur les économies générées par les travaux, les économies d'énergie, qu'on veut minimum à 40%. Donc il n'y a pas d'impact financier pour le foyer et ça permet d'avoir un logement qui est sain, bien plus agréable à habiter et puis un patrimoine qui est valorisé. Mais je veux vous parler aussi de ce qu'on a mis en place dans le cadre du COPTEC, on a mis en place des ateliers des solutions. Ces ateliers des solutions, ils réunissent tous les acteurs sur un sujet donné. Et là, on voulait parler des projets participatifs et citoyens. Et construire avec les acteurs, ceux qui sont en capacité de faire ça sur les territoires, parce qu'on croit beaucoup aux territoires, construire notre appel à projet. C'est ce qu'on a fait. On a réuni 120 personnes sur toute une journée. On a eu des ateliers, des tables rondes, des discussions, des échanges. Et ça a donné lieu à un appel à projet qu'on a lancé en 2017 pour accompagner les projets participatifs et citoyens sur les questions d'efficacité d'énergie et d'énergie renouvelable. Alors, on a eu beaucoup de créations de sociétés citoyennes, et ça c'est formidable. Un certain nombre de projets ont émergé, 17 en un an, c'est quand même pas mal.
Et puis le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup sur des énergies renouvelables et pas beaucoup sur de l'efficacité énergétique. Donc c'est pas un problème en soi, mais on voudrait réorienter et rééquilibrer les choses. Donc on relance un nouvel appel à projet que je présenterai d'ailleurs mardi en session plénière. Ces appels à projets participatifs et citoyens où on va mettre une plus-value pour les projets qui incluent de la maîtrise de l'énergie en plus de l'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'actuellement la région donne 1 € quand le citoyen donne 1 €. C'est déjà pas mal, à concurrence de 250 €. Quand le projet inclura de l'énergie renouvelable, on mettra 350 € sur la table. Vous parliez d'Enercop, on finance le réseau Sirena, qui est né à partir d'Enercop, qui est un réseau d'acteurs qui facilite justement l'émergence de projets participatifs et citoyens. Donc on intervient, on donne une subvention à ce réseau et on travaille avec Enercop pour voir comment aussi, peut-être, aller vers de l'électricité totalement verte dans nos bâtiments en région et notamment les lycées. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau des régions, plein de choses qui se mettent en place au niveau des territoires. Nous, régions, on n'est pas tellement là pour dire vous allez faire comme ça. On est là pour recueillir leurs besoins et construire des dispositifs qui vont accompagner les territoires vers cette transition énergétique. Alors après, on est aussi là pour essayer de donner le là, je dirais, et d'inciter, et d'impulser et d'organiser cette transition énergétique. Et un gros travail qui est fait aussi avec les entreprises. On a un appel à projet efficacité énergétique dans l'entreprise où on finance le surplus lié à des travaux qui permettraient d'avoir des process un peu moins énergivores. Et donc ça permet à des entreprises d'engager une démarche de transition énergétique et de maîtrise de l'énergie au sein de leur process industriel. Donc il y a une multitude comme ça de dispositifs à l'échelle des régions et j'imagine que c'est valable aussi dans d'autres régions. Et on n'attend pas l'État en fait. Enfin moi j'attends plus rien. Je crois que le changement il arrivera des territoires, tout comme la mobilisation citoyenne permettra peut-être de changer un petit peu les choses à la tête de notre pays. Je crois que les territoires ont leur part à donner dans la question de la transition énergétique et de la diminution des gaz à effet de serre. On peut pas, enfin moi j'ai lu aussi le rapport du GIEC, on ne peut pas dire on veut atteindre 1,5 degré et nous faire croire au Père Noël à côté en nous disant on va imaginer un processus technologique qui va séquestrer tout le CO2, mais enfin bon sang. Il y a un petit peu de bon sens, voilà. Il y a quand même un peu de bon sens à avoir. La séquestration du CO2, elle est naturelle chez tous les végétaux, elle est naturelle au niveau des sols et elle est naturelle au niveau de l'océan et des eaux. Préservons ces ressources naturelles et ces ressources vivantes. Commençons par être un tout petit peu logique. Et puis, moi je veux bien qu'on imagine des solutions technologiques qui permettront de séquestrer davantage. Mais si c'est pour dépenser encore davantage d'énergie et de gaz à effet de serre pour mettre au point ces technologies, on ne va pas y arriver. Voilà, restons logiques. Et puis, oui, c'est juste une question de bon sens. Et sans devenir, catastrophiste, on sait qu'il existe des solutions. On fait des choses bien en Nouvelle-Aquitaine. On les partage au sein de Régions de France avec les autres régions françaises, mais c'est aussi important de partager avec les autres régions du monde. Là, ce matin, on était avec une représentante du gouvernement allemand qui nous expliquait comment justement ils intègrent les ODD dans les objectifs de développement durable dans leur budget, mais c'était passionnant. Donc on a beaucoup à apprendre là-dessus et c'est pour ça que l'année dernière, on avait invité à Bordeaux tous les pays nordiques. Enfin tous, non, peut-être pas, mais on avait invité la Suède, la Finlande, l'Islande, le Danemark et la Norvège. Et c'était un partage d'expériences très intéressant. Alors évidemment, tout ce qui se passe là-bas n'est pas transposable ici, et vice-versa. On n'a pas forcément les mêmes ressources. Mais il y a des démarches, des dynamiques qu'ils ont impulsées pour justement aussi faire en sorte que les citoyens s'approprient cette question-là et l'acceptent. Parce qu'il y a la question du changement des comportements. Et quand on parle de transition énergétique, moi je cite tout le temps ce triptyque, sobriété. Comment est-ce qu'on devient plus sobre dans notre consommation d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre, sans être frustré bien entendu, mais on le sera peut-être un peu quand même. Mais autant l'être parce qu'on a décidé de l'être, que l'être par force d'ici quelques années parce qu'on n'aura rien fait. L'efficacité énergétique, comment est-ce qu'on rend un bâtiment plus performant, un mode de déplacement moins énergivore, toutes ces choses-là. Et puis surtout, le développement des énergies renouvelables. On est vraiment sur ce triptyque-là qu'il faut penser ensemble. Et
les initiatives territoriales, elles existent. Mais on est quand même un tout petit peu pris à la gorge, nous, les collectivités. L'État nous supprime un certain nombre de subventions, donc on doit faire avec moins. Alors après, parfois on peut faire avec moins de la transition énergétique et écologique. Il suffit juste de réorienter les politiques. Et puis il y a un point qui est quand même très important, c'est que ça fait maintenant 5 ans qu'on se bat pour que la contribution climat-énergie soit territorialisée, c'est-à-dire que cette contribution climat-énergie qui rapporte énormément à l'État soit partagée avec les territoires. Alors, on ne demande pas de tout avoir, on demande d'avoir une part de cette contribution climat-énergie puisqu'on nous charge de faire des SRADET et des PCAET. Donc il me paraîtrait tout à fait normal qu'on pense à cela. Moi, mon aspiration personnelle, c'est une mobilisation générale, une mobilisation citoyenne. Mon aspiration, c'est évidemment qu'on réussisse à gérer cette question climatique, qu'on réussisse à atteindre, à se limiter à ce 1,5 degré, parce que les gens ne se rendent pas bien compte que ne serait-ce que le 2 degrés, ne serait-ce qu'un demi-degré de plus, ça veut dire un changement majeur au niveau de nos paysages, une restriction notable des zones habitables, donc une difficulté à faire en sorte que chacun puisse vivre sur une terre correcte qui puisse satisfaire ses besoins primaires, je dirais, parce qu'on en sera là. Donc ce 1,5 degré, oui. Et comment est-ce qu'on va y arriver? Je crois qu'il n'y a qu'une mobilisation massive des citoyens et des citoyennes de ce pays, mais aussi des autres pays, qui permettra de faire changer les choses. Parce que pour l'instant, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas pris la mesure de la problématique. Alors soit parce qu'ils sont au pouvoir pendant 4 ans, 8 ans, 10 ans, et puis ils se disent, bon, après moi le déluge. J'ose espérer que c'est pas ça, parce que parmi les gens qui sont au pouvoir, il doit bien y avoir des parents, même des grands-parents, vu l'âge de certains. Donc, bon, allons-y, quoi. Prenons la mesure du problème, et puis cette mesure du problème, elle ne sera prise que si les citoyens se mobilisent. On a besoin d'eux. Et nous, les élus, on a vraiment besoin de ça, si on veut faire changer les choses. On a une puissance de feu quand même. Si les régions ont envie de lancer des politiques offensives, ça va dépoter.